Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Madame Claudie Hanoret. Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous. Alors j'ai l'habitude de tisser le portrait de nos invités, et en ce qui vous concerne, je pourrais facilement dire que vous avez eu 1000 vies. 7, je crois. 7. Bon. Alors j'ai lu, je parle sous contrôle, que c'est lors d'un soir d'été à la Grande Motte, en veillant tard avec votre père, que vous assistez au premier pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969, et vous vivez, je cite, car ici la source est bonne, un moment magique, fascinant, qui va vous marquer pour toujours et former le point de départ d'une carrière exceptionnelle. Carrière qui va d'abord vous conduire à la médecine, même si votre rêve d'enfant était d'être professeur d'éducation physique. De fait, et après avoir obtenu votre bac à 15 ans, vous vous inscrivez en faculté de médecine, vous devenez rhumatologue, spécialiste en médecine aéronautique et vous obtenez un doctorat en neurosciences. Vous vous passionnez pour votre métier en travaillant à l'hôpital Cochin et vous vous sentez utile avec l'envie de consacrer votre vie aux autres. C'est à ce moment-là, il me semble, que vous tombez sur une annonce pour devenir astronaute. Sur 1000 candidats, 900 hommes et 100 femmes, seulement 7 sont sélectionnés. Et du coup, vous partez pour une dizaine d'années en Russie, laissant tout derrière vous, mais vous êtes prête. Vous devenez, le 17 août 1996, la première Française, et encore à ce jour, la seule, en attendant le lieutenant-colonel Sophie Anneau, à aller dans l'espace lors d'un vol de 16 jours à bord de la station orbitale Mir. Et en octobre 2001, vous repartez dans l'espace et devenez la première européenne à séjourner dans l'ISS, la Station spatiale internationale. Un de vos meilleurs souvenirs. Vous y vivez en microgravité dans un environnement de coopération internationale, en côtoyant des astronautes de cultures variées, une expérience que vous qualifierez d'inoubliable. Puis en 2002, c'est une nouvelle aventure et une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, puisque c'est l'aventure politique. Vous êtes d'abord nommé ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, puis ministre délégué aux affaires européennes sous les deuxième et troisième gouvernements de Jean-Pierre Raffarin. Une expérience qui durera 3 ans et vous vous y engagez par conviction en tant qu'européenne pratiquante. En 2009, vous êtes nommé à la tête d'Univers Science après avoir organisé le rapprochement entre la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Enfin, depuis 2015, vous travaillez pour l'Agence spatiale européenne et j'imagine que le petit clin d'œil ne vous aura pas échappé. Absolument, j'avais Voilà. remarqué. Petit clin d'œil. C'est rare, en général, c'est NASA. Oui, mais ici on aime bien les A. Voilà. ESA. C'est un parcours hors norme que je vais tenter d'utiliser ce soir pour évoquer les sujets qui nous importent, car je pense que vous avez, comme cela a pu être précisé, beaucoup à nous apprendre. Alors je précise à notre public que nos échanges seront suivis d'une séance de questions-réponses et vous avez tous d'ores et déjà la possibilité de poser vos questions vers la plateforme Slido avec la référence qui s'affiche sur l'écran et les questions apparaîtront. On aura la possibilité effectivement de vous interroger. En introduction, j'évoquais le fait que nous sommes dans un monde de turbulences, au futur incertain, où bon nombre de décideurs doivent finalement, si je puis dire, un petit peu piloter dans la certitude. Si je devais vous demander, c'est un exercice qui est un petit peu compliqué, mais simplement, spontanément, vous demander ce que la médecine, puis l'espace, et enfin la conduite des affaires de l'État vous a permis d'apprendre, qu'il puisse immédiatement, en quelques mots, être transmis aux autres. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ? Très bien. Alors, d'abord, si vous dites piloter dans l'incertitude, je vais peut-être commencer par le spatial, où je n'ai pas complètement piloté parce que beaucoup de choses étaient faites en automatique, mais où on apprend quand même. Et c'est vrai que cet apprentissage, c'est pas dans l'incertitude. Bon, il y a déjà de la mécanique orbitale, bien évidemment, et puis après, il y a des heures de préparation, d'entraînement, donc d'analyse des risques, de maîtrise des risques, et puis de gestion de crise. Quand je dis gestion de crise, ce qui est important quand éventuellement une crise survient dans cette incertitude, c'est-à-dire qu'on sait que ça peut arriver et qu'il faudrait potentiellement évacuer en urgence la station, la dépressurisation par collision potentiellement, le feu à bord ou une urgence médicale.
Donc, gestion des crises, on s'entraîne. Et je pense que la gestion des crises, c'est quelque chose à avoir en tête, quelle que soit un petit peu l'activité dans laquelle on travaille. J'ai retrouvé des amis d'Orange dans la salle en arrivant. La gestion de crise, par exemple, pour les problèmes de cybersécurité, c'est clair que ça doit se préparer avant. Donc voilà, analyser risques, maîtriser risques, entraînement, de façon à, même si ce n'est pas cette crise-là qui survient, puisqu'on est dans un monde incertain, on sera entraîné à gérer une crise. Donc ça, c'est une chose importante. En médecine, je dirais que c'est plutôt la notion de prévention. Ça veut dire avoir anticipé quand même dans ce flou de l'incertain ce qui peut arriver et prévenir. Bon, moi, comme rhumatologue, j'étais rhumatologue il y a 30 ans, 40 ans, donc la rhumatologie a bien changé, Dieu merci, aujourd'hui. On est quand même beaucoup plus actifs qu'on était à l'époque. Mais voilà, dans la discussion avec son patient, lui expliquer quels peuvent être les effets secondaires, quelle est la feuille de route qu'on va essayer de définir ensemble. Donc pour moi, ça c'est de la prévention par la pédagogie. Et c'est des choses qui donnent confiance dans la relation qu'on aura à un moment donné où survient un élément incertain, ou pas tout à fait prévu. Et ça, c'est une chose que j'ai retenue de mon entraînement en Russie, où on passait des heures à l'entraînement. Et alors, on répétait toutes les situations. Et nos instructeurs nous disaient « 5 plus отлично », c'est-à-dire 5 plus, c'était la note maximum, et c'est parfait. Et après, ils disaient « Non, осторожно, не будет так ». C'est-à-dire « Всё будет не так », c'était ça. Ce qui veut dire « Rien ne sera comme ». Évidemment, même si vous êtes bien entraîné, même si vous êtes super bon en équipage, rien ne sera comme. Mais vous avez cet aspect. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rencontré dans ma carrière ministérielle sur ces aspects d'incertitude, c'est que c'est bon de savoir où sont ses alliés et de pouvoir avoir un cercle autour de soi pour être accompagné dans cette intelligence collective aussi, de prendre la bonne décision, mais en sachant bien où sont les alliés. Donc ça, c'est une chose importante aussi. Donc je vous remercie déjà de faire la traduction et d'assurer la traduction en russe, parce que, mis à part Nazdarovie ou Dosvidania, ça se limite un petit peu en ce qui me concerne. On parle effectivement de gestion de crise, c'est-à-dire aussi qu'il y a pour l'ensemble des décideurs, quels qu'ils soient, la nécessité de savoir gérer ces crises, de savoir s'adapter et se transformer. Et ces notions-là de gestion de crise, de transformation, est-ce que tout ça peut être, selon vous, un moteur et un vecteur positif de changement, si on applique cette idée-là effectivement à ce que vous vivez à travers le spatial? Est-ce que cette transformation peut être un vecteur positif de changement finalement? Oui, j'y crois complètement. Et d'ailleurs, on ne transforme pas pour transformer. On transforme pour durer, on transforme pour devenir meilleur, pour élargir son... Ouais. Donc il faut savoir déjà pourquoi on transforme. Et après, dans cette question de la transformation, il y a un élément, vous avez évoqué l'incertitude, vous avez évoqué l'interaction des différents process dans une crise. Je crois qu'il y a aussi la rapidité des changements que parfois on veut, parce qu'on veut rattraper le temps perdu. Et ces TGV, les transformations à grande vitesse, je pense que là, elles sont compliquées à vivre. Le point où je voulais en venir, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu à l'entraînement, je l'ai vécu en médecine aussi, parce que j'étais en milieu hospitalier, et donc on était dans du collectif. Essayer de le vivre aussi comme ça en ministériel, c'est pas toujours facile de faire bien fonctionner le collectif, mais on essaie de s'y employer. C'est de se dire que la transformation, elle peut pas être unidirectionnelle, pilotée, décidée. Et moi, je suis très intéressée par ce qui est un mécanisme de co-construction. On parle souvent d'acceptabilité de la transformation. Acceptabilité, ça veut dire que ça a été empaqueté, que le package a été fait à un moment donné, puis qu'après, on veut le faire absorber à ceux qui auront besoin d'accompagner le mouvement. Hein. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une démarche, et je pense que c'est ce que vous faites ce soir avec ces trophées de l'attractivité, de se dire que la transformation, le changement, il faut certes le piloter, il faut savoir se projeter à long terme aussi, hein, parce que l'incertitude du court terme,
elle doit quand même être modulée en se gardant un objectif bien défini à long terme, mais ça doit venir aussi de ce qu'on appelle le bottom-up, des collaborateurs qui sont là. Et c'est cette hybridation, je pense, entre une transformation co-travaillée, qui est quelque chose d'intéressant. Et ça, je l'ai vu dans chacune des activités que j'ai eu à mener. Et vous avez évoqué, par exemple, le fait que j'ai eu cette grande chance aussi d'être présidente du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bon, vous connaissez les deux maisons, vous savez que c'est deux maisons très différentes, et de se dire, on les réunit sur une plateforme en transformant l'ensemble tout en gardant la spécificité et l'identité de chacun, pour qu'on s'y retrouve quand même un petit peu. Il faut des éléments qui soient structurants, simples. Et ça peut pas se faire avec simplement une transformation pilotée en descendant. Donc cette hybridation de la transformation, elle me paraît importante. Et trouver un langage qui soit compris partout. Et quand je dis ça, c'est pas simplement parce que j'ai eu l'habitude de vivre en diversité culturelle, avec des langues différentes, mais c'est comment les scientifiques parlent au public pour qu'ils comprennent, crise sanitaire et tout ça. On a bien vu que c'était parfois un petit peu délicat quand la parole experte n'était pas tout à fait comprise. Comment on parle aux politiques, ou vous parlez aux politiques, comment on va parler à son territoire. C'est pas les mêmes langages, mais il faut arriver à un moment donné à tisser quelque chose qui soit émis, compris et partagé. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit dans ce que vous dites. Alors, je ne vais pas commencer mon dictionnaire des citations, mais je vais quand même en donner une. C'est Lewis Carroll qui disait dans Alice au pays des merveilles, aujourd'hui il faut aller plus vite pour rester à sa place. Donc il y a un peu de ça. Il ne faut pas rester immobile, c'est sûr. Exactement. Et j'ai l'impression que la transformation que vous évoquez, elle est malgré tout, même si elle est un peu hybride, elle est quand même assez radicale. Et donc je vais vous conduire assez naturellement pour évoquer peut-être ce qui se passe actuellement en matière de politique spatiale ou autre. Et je pense que cette transformation, elle est radicale à tel point qu'un certain nombre d'organisations, si on prend la NASA ou même l'ESA, ne peuvent sans doute pas échapper effectivement à ce principe-là, avec à mon sens peut-être un bouleversement où on s'aperçoit que le scientifique, où la donnée scientifique n'est plus l'alpha et l'oméga effectivement de la réflexion spatiale, et qu'on observe effectivement de nouveaux schémas émerger, notamment de nouveaux schémas qui sont finalement purement économiques. Clairement, il y a une transformation considérable du monde spatial, c'est le point qu'on appelle ça le new space. Alors, pas pour le mettre en opposition à un old space qui n'aurait plus cours, mais qui est fondamental, mais par rapport à un espace traditionnel. On n'est plus dans un espace traditionnel. Alors, ce n'est pas toujours des transformations radicales. Je n'ai pas complètement évoqué uniquement la disruption, parce que bon, ça peut être utile dans certains cas avec des innovations disruptives, puis parfois c'est des innovations part à part, des transformations, et moi je suis assez partante pour l'expérimentation d'un projet dans une petite dimension, et puis voir justement si ça embraye, si ça adhère, et si ça peut se développer. C'est peut-être mon chapeau de chercheur, de chercheur clinicien et de chercheur en neurosciences qui me fait parler d'expérimentation, mais je pense que c'est important. C'est ce qui se fait aujourd'hui. On ne se lance pas, même dans le spatial, mais c'est un élément où je vous rejoins. C'est vrai que dans le spatial, au départ, on essayait d'être zéro défaut, égalité parfaite. Ce qui veut dire que voilà, sur des gros satellites, des lanceurs compliqués, failure is not an option. C'était comme ça dans le temps. Alors qu'on sait bien que l'échec, il fait partie de... Et on allait jusqu'au bout du zéro défaut. Et ce qui a été complètement chamboulé, interpellé par effectivement les nouveaux entrants dans le paysage, qui avaient beaucoup plus d'agilité par l'innovation et qui se sont permis d'avoir des échecs avant d'arriver à la réussite. Bon, vous reconnaissez Elon Musk et SpaceX, qui a quand même eu 8 échecs avant un 9e succès qui a complètement consolidé les lanceurs qu'il a mis au point. Donc un état d'esprit différent. Et quand vous dites changement radical, c'est vrai qu'on était un contexte institutionnel
le spatial. C'est une politique spatiale institutionnelle au service de la souveraineté, de la sécurité, au service de l'exploration, de la science, avec voilà, des données recueillies, collectées, ouvertes et mises à disposition de tout un chacun. Ça, c'était notre conception européenne. Et donc, un peu au service du bien commun et de l'intérêt général, et pas d'intérêt particulier. Ce qui, effectivement, avec l'arrivée de ces entrants entrepreneurs privés, qui d'ailleurs venaient du monde digital, et du monde de la donnée, du monde du numérique, on est passé à quelque chose qui était, oui, le but de l'entrepreneur, à partir de collection de données ou d'accès Internet avec des constellations pour tous, et derrière un modèle économique qui était tiré de la valeur ajoutée des données, des services qui vous sont utiles, de vous, à l'attractivité, par exemple, en politique publique, agricole, surveillance des mers, enfin tout ce que l'observation de la Terre nous apporte. Mais c'est vrai qu'on n'est plus obligatoirement seulement dans l'intérêt général et du bien commun. Donc il y a une forme d'hybridation. Alors les deux... Oui. Il faut trouver la bonne façon de les faire marcher ensemble. Et c'est là où peut-être dans chacun des territoires, et même au niveau national ou au niveau européen, c'est peut-être moins fluide, je dirais, que ça n'a pu l'être, par exemple, du côté américain. Et on sait bien qu'on a parfois encore des écosystèmes qui pêchent un peu par le manque d'agilité, la difficulté, le frottement. Mais comme on dit, c'est pas une citation, mais... Si ça frotte, ça veut dire qu'il y a mouvement. C'est de la mécanique. Hein. Okay. Quand il n'y a pas de mouvement, ça ne frotte pas. Donc c'est normal que ça frotte. Et mais face à ça, face ce frottement, cette transformation, cette hybridation, quelle peut être la place de l'Europe? Et à travers ça, de l'ESA, est-ce que l'ESA ou l'Europe, je vais être volontairement un petit peu provocateur, sont toujours finalement, si vous me permettez, à la table des négociations? Oui, alors, je ne sais pas, peut-être 3 points de réponse par rapport à ça. D'abord, par rapport à cette poussée d'une économie spatiale en orbite basse et même d'économie lunaire, on commence à l'évoquer, vous en avez tous entendu parler, et le fait qu'il y ait des intérêts économiques de développement et pas toujours la sensibilité au bien commun et à l'intérêt général, le rôle de l'institutionnel, le rôle des agences, c'est quand même aussi un rôle d'être garant de ce bien commun. On y reviendra. La Lune, c'est quand même patrimoine de l'humanité. Donc, tout n'est pas complètement possible dans une exploitation de l'exploration. Les États doivent être garants de l'accès à l'espace, c'est-à-dire bien commun. Vous avez tous entendu parler des débris spatiaux, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans l'espace, en particulier dans les orbites basses, et donc un encombrement potentiellement des collisions des débris spatiaux. Et si les débris spatiaux se multiplient, ça fait des collisions multiples, et ça va empêcher l'accès à l'espace, on ne pourra plus aller dans ces zones-là. Donc, une régulation. Savoir ce qu'il y a comme objet dans l'espace, faire du space traffic management, comme on fait du trafic aérien. Et puis, avoir les éléments de régulation, c'est important. Et puis les éléments de souveraineté, bien évidemment, qui sont ceux de l'État. Donc il y a un rôle des agences institutionnelles très fort, et puis cet accompagnement avec les entreprises privées. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez évoqué un point particulier, la table des négociations. La table des négociations, tout à fait. Où est-ce qu'on en est? Alors, évidemment, il y a eu une époque, la Station spatiale internationale telle que je l'ai vécue, on était quand même vraiment dans du multilatéralisme. On avait signé les accords entre les 5 partenaires de la Station spatiale. Ça s'appelait Multilateral Agreement. On a un petit peu changé de monde aujourd'hui. Le multilatéralisme n'a peut-être plus la même efficacité qu'il pouvait avoir. Et quand j'évoquais la responsabilité des États, par exemple, l'exploitation des corps célestes, puisqu'on parle aujourd'hui potentiellement de s'installer sur des corps célestes pour en exploiter des ressources, ça ne faisait pas du tout partie du schéma de réflexion ou du schéma de régulation qui était sur la table dans les traités des Nations Unies. On a un traité des Nations Unies, du Outer Space Treaty, donc le traité de l'espace extra-atmosphérique. Et ce traité, écrit en 1967, parlait de patrimoine de l'humanité, de bien commun, de non-appropriation.
et on voit apparaître des space laws, des lois spatiales, pour rejoindre l'investissement et l'économique qui va accompagner les sujets de l'exploration, disant, bien sûr, le corps céleste n'est pas appropriable, mais les ressources extraites du corps céleste sont propriété de celui qui les a extraites. Donc, vous voyez aussi à quel point ces aspects de multilatéralisme, ça va être compliqué de remettre ce traité-là sur la table et d'avoir 120 pays qui le signent. On n'est plus tout à fait à l'époque des années 60 où le multilatéralisme pouvait fonctionner. Et donc, il faut avoir une voix qui s'entend si on veut faire bouger les textes, faire avancer les choses. Il faut que votre voix compte. Pour que la voix compte, il faut et du hard power et du soft power. Le hard power, ça veut dire qu'on a des lanceurs compétitifs, qu'on a des satellites de grande qualité, qu'on a une instrumentation scientifique extraordinaire, là, une caméra qui est sur le rover Perseverance en ce moment. En ce moment, il y a Orion, qui est la capsule qui a été lancée sur la grosse fusée SLS de la mission Artemis pour aller sur la Lune. Orion qui est en train de tourner, de tester les orbites lunaires. Son module de service est propulsé, il est fait par l'ESA et les autres. Et donc c'est l'Europe qui est en train de faire tourner Orion autour de la Lune. C'est vrai que c'est pas souvent la NASA qui le dit, mais nous on le dit parce que c'est vrai et qu'il faut le dire. Et donc ça compte. Donc il y a du hard power qui compte. Du soft power, parce que cette diplomatie un petit peu par la puissance, c'est de la diplomatie scientifique, c'est de la diplomatie économique, c'est de la diplomatie culturelle, c'est de la diplomatie telle que vous la vivez, vous, avec vos paramètres d'attractivité, même dans la région. Donc c'est important. Mais voilà, il ne faut pas, on le dit souvent, décrocher par rapport à ces deux grandes puissances aujourd'hui, qui sont les États-Unis, bien évidemment, et la Chine. Vous avez tous remarqué que la Chine est en train de faire tomber tous les dominos. Elle a même une première, puisqu'elle a pour la première fois posé une sonde sur la face cachée de la Lune. Ça n'avait pas été fait. Et qu'elle est entrée dans la course à la première mission qui posera un équipage sur la Lune. C'est pas gagné pour Artemis, parce que Et donc, voilà, l'Europe aujourd'hui est un partenaire qui, parfois, n'a pas toute la puissance d'agir qu'il pourrait avoir. On a eu une conférence ministérielle la semaine dernière avec les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne, où le leitmotiv, c'était ça. Comment avoir cette autonomie dans l'interdépendance. Alors, c'est des choix que vous avez peut-être à faire aussi dans vos entreprises, de se dire, on ne peut pas couvrir tout le spectre en étant le leader de tous les éléments du spectre. Donc à un moment donné, il y a de la stratégie, quelles priorités, où on les met. Mais il y a des priorités pour devenir un leader sur un secteur, mais je pense qu'il faut aussi garder les autres secteurs en étant un élément essentiel du mécanisme. Donc c'est là où parfois il faut un petit peu accélérer l'Europe, réveiller l'Europe, faire en sorte que là aussi les choses soient plus fluides entre la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne, les agences nationales de chacun des pays membres, le retour en compétitivité industrielle en fonction des contributions sur les programmes. Enfin, vous imaginez, c'est pas simple, mais là aussi il y a un petit peu une urgence à agir aujourd'hui. Alors cette urgence que vous évoquez, je vais me permettre de rebondir sur un mot que vous avez cité, c'est la notion de bien commun, qui est extraordinairement importante. Et face à cet enjeu de transformation que vous évoquez, il y a quand même un sujet qui est impérieux, qui est l'avenir de l'humanité à travers la finitude de notre propre planète, que vous avez eu, comme peu d'autres, la possibilité de bien te saisir. Alors je vais me permettre une question qui est finalement assez personnelle. Qu'avez-vous ainsi ressenti en voyant notre belle planète bleue depuis l'espace? J'ai eu la chance, je vous l'avais confié, de rencontrer Jean-François Clairvoy il y a quelques années, qui m'avait dit qu'il avait été envahi par un immense sentiment d'amour en voyant la Terre depuis l'espace. Vous-même, qu'avez-vous éprouvé? Oui, alors c'est une question bien évidemment qu'on nous pose, nous tous, on n'est pas nombreux, on est 600 privilégiés dans le monde d'avoir eu la chance de voler, et même à tel point qu'un concept a été développé qui s'appelle le Overview Effect. Qu'est-ce que ça fait de voir à distance cette Terre, on est en orbite à 400 km autour de la Terre, par le hublot
de la station spatiale. Et on a tous nos propres mots pour le raconter. Alors Jean-François le décrit comme ça, et chacun a sa façon d'en parler. Parce que c'est tellement fascinant, différent, extraordinaire, extraterrestre, qu'on n'a pas le vocabulaire, je dirais, et la sémantique complètement adaptée pour le transmettre. Alors, c'est vrai qu'on est frappé, vous avez vu des images qui ont défilé par l'extraordinaire variété de ces paysages sur la planète. Bon, beaucoup de bleu et de blanc, parce que 3/4 des surfaces sont des océans et des mers, et qu'il y a beaucoup de nuages quand même sur beaucoup de... Et puis des couleurs sur les déserts, sur les lacs, enfin c'est absolument somptueux. Je dis en plaisantant, mais je le dis à chaque fois que je fais des interventions, la Terre est ronde. Je le dis parce qu'on me pose la question en me demandant, vous qui êtes allé là-bas, est-ce que vous pouvez confirmer que la Terre est ronde? Et je dis toujours, attention, les platistes sont en France. Ils sont arrivés, ils sont nombreux, ils sont dans la rue. Voilà. Donc la Terre est ronde et elle est protégée par cette très très mince pellicule d'atmosphère qui est voilà, ce qui permet d'avoir la vie sur Terre. Il n'y a pas de vie sur la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, et pas de vie, ou peut-être des formes de vie en profondeur sur Mars, on essaiera de les voir, parce qu'elle a retenu un tout petit peu de son atmosphère, elle en a perdu beaucoup. Et au-delà de ça, ben c'est le cosmos noir, mystérieux. Et donc, effectivement, cette vision, c'est se dire, c'est étonnamment beau, étonnamment connecté, parce qu'on fait un tour de Terre en 90 minutes. Donc, en fait, voilà, on a l'impression que cette Terre, elle n'est pas infinie. On a un peu l'impression de ne pas pouvoir la prendre, mais de pouvoir la prendre en tout cas par le regard. Et donc, on rentre dans cette notion de finitude. Nous, on a toujours l'impression que c'est infini, on fera demain, ou c'est pour d'autres. Là, on se rend compte de la finitude, de la beauté, de la vulnérabilité et de la fragilité. Fragilité, très peu d'atmosphère, rien à l'extérieur. Et vulnérabilité, je ne sais pas si j'avais mis des images là, quand on voyait les éruptions volcaniques, les cyclones, les feux de forêt, les tempêtes de sable, de plus en plus fréquentes ces dernières années. Vous vous rendez bien compte que la vulnérabilité, elle est vraiment prégnante pour la planète. Et on se ressent, et moi c'est ce que j'ai ressenti, comme être humain, comme faisant partie de l'humanité. On n'est plus un Français appartenant à un équipage européen d'une station spatiale internationale, on n'est plus un médecin versus un pilote. On est tous ensemble, on ressent cette connexion comme humanité. Et ça, je crois qu'on n'a pas suffisamment de moments sur Terre pour se ressentir appartenir à l'humanité. Et donc, c'est vrai que souvent on nous pose la question, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, puisqu'on se rend bien compte qu'on est dans des transformations là aussi qui sont pour certaines irréversibles et pour d'autres difficilement mitigables. Et moi je complète toujours par mais quels enfants allons-nous laisser à la planète? Parce que pour moi, je pense qu'on a un sujet, tous, d'éducation. On a parlé de transformation dans l'entreprise. Oui. La transformation dans l'entreprise, ça veut dire aussi assurer la formation continue de ses collaborateurs pour qu'ils continuent à apprendre et justement à se sentir à l'aise dans des nouveaux milieux. Donc pour moi, l'éducation, c'est l'éducation du tout petit, comme Rachel, avec qui j'ai parlé tout à l'heure et qui m'a posé plein de questions, jusqu'à tout un chacun dans son entreprise ou dans ses activités pour se sentir bien. Donc l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel sur lequel il faut qu'on soit très vigilant. Éducation non seulement à la préservation de la planète, aux impacts environnementaux de notre vie, mais une éducation aussi justement à ce que j'évoquais, la démarche scientifique. Comment on arrive à être certain par rapport à l'incertitude. Le chercheur, il est toujours dans le doute. Il essaie toujours de gratter la partie d'ignorance qui reste à découvrir. Mais donc, il faut inculquer ça aussi dans la façon de travailler, pas simplement absorber de façon passive des savoirs, mais les mettre en culture. C'est pour ça que j'ai parlé des centres de culture scientifique et technique. La culture de la science, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, cette démarche scientifique
qui donne de la liberté, parce que ça forme aussi l'esprit critique, et on sait un petit peu où on va, comment on va, pourquoi on prend les décisions, si c'est fake ou si c'est pas fake. Enfin, des fois, c'est pas toujours très net, hein, mais en tout cas, il faut développer cet esprit critique pour y parvenir. Donc, moi, d'être allée dans l'espace, ça m'a fait sortir de mon silo disciplinaire et de mon silo national ou européen. Même si européen, il y a déjà quand même beaucoup d'efforts à faire pour que l'identité européenne soit quelque chose qui soit véhiculé et partagé. Mais en tout cas, je me suis vraiment sentie faire partie de cette humanité, donc en responsabilité par rapport à ce qui arrive à la planète et à l'humanité. Et vous parliez de bulle bleue. Oui. Bon, j'imagine que c'est la vue que l'on a de notre Terre depuis l'espace. L'astronaute Peggy Wilson disait le plus beau vaisseau spatial, c'est la Terre. Est-ce que vous êtes finalement plutôt d'accord avec cette affirmation-là? Oui, complètement. Je pense que Jean-François l'a déjà dit, et vous le redirez aussi. La Terre, c'est notre vaisseau qui se déplace dans le système solaire. C'est comme la station spatiale, qui est notre vaisseau. Dans la station spatiale, on est un équipage qui est là pour comprendre, faire de la recherche, progresser en connaissances, mais maintenir, nettoyer, réparer, préserver cette station pour qu'elle fonctionne, parce que c'est elle qui nous protège. À l'extérieur, c'est du vide spatial, c'est du mystère, et du mystère plutôt agressif. Donc effectivement, nous, humains, nous sommes l'équipage de notre vaisseau terrestre. Donc on a une responsabilité individuelle et on a une responsabilité collective, évidemment. Alors, je vais vous poser une deuxième question très personnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti? À la fois, ce sont des expériences qui, j'imagine, sont un peu, sans doute, comparables entre Mir et l'ISS, mais qu'avez-vous ressenti en entrant, par exemple, dans la station spatiale internationale? Qu'est-ce qu'on ressent en entrant dans cet environnement-là? Alors, première chose, on est ravis que le vol, la partie dynamique du vol se soit bien passée. J'imagine. Les 8 minutes 45 de propulsion pour atteindre 28 000 km/h, que l'amarrage soit en automatique, que les cibles soient bien visées et que voilà, on est bien coordonné les deux vaisseaux à 28 000 km/h pour un amarrage soft. Donc voilà. Après, on vérifie que la pression est bien la même des deux côtés, côté vaisseau et puis côté station. Et là, le sol nous donne le droit d'ouvrir les gouttières pour aller rejoindre ses camarades avec qui on a passé des longs moments de vie. La fraternité des cosmonautes et des astronautes, ça veut vraiment dire quelque chose. On a passé beaucoup de temps ensemble, on est heureux de se retrouver, on apporte des choses nouvelles qu'ils attendaient. Enfin bon, c'est un grand moment. Vous le voyez d'ailleurs quand les écoutilles s'ouvrent, le plaisir qu'on a à se retrouver. Et la première fois où on arrive, c'est passer d'un monde en 2 dimensions, avec en plus ces 8 minutes 45 de facteurs de charge, où vous sentez bien quand même les facteurs de charge, les forces de gravité, à un environnement de 3D. Vous avez accès à la 3e dimension de l'espace, sans gravité. Et donc, vous découvrez une façon de vous déplacer, une façon de retrouver des repères et de vous orienter. Vous avez peut-être pas les premières 24 heures, mais très vite après, un immense plaisir à avoir ce corps complètement libre qui se déplace. Je dis peut-être pas tout à fait les 24 premières heures, parce que voilà, on est quand même des terriens qui travaillent en 2D, avec des références de verticale et d'horizontale. C'est tout petit peu perturbant d'arriver en 3D et de s'orienter. Et puis en plus, il y a quand même des répartitions de fluides, puisqu'il n'y a plus de gradient de pression hydrostatique, qui fait que vous avez quand même la tête un petit peu comme ça. Donc les 24 premières heures, c'est un peu des orientations, trouver la bonne façon de fonctionner, et puis essayer de diminuer, de faire adapter son organisme. Mais voilà, c'est plein de sentiments, des sentiments très physiques, des sentiments très émotionnels dans le retrouver cette culture partagée. La découverte de la Terre, quand c'est la première fois par le hublot, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, je dirais, après, un plaisir intellectuel aussi. Moi, j'étais responsable du programme scientifique. Donc, mon objectif premier, c'était la responsabilité du programme de recherche. Donc, voilà, on est content quand on arrive dans un nouveau labo, une nouvelle maison, de vérifier que tout est bien en ordre, que tout fonctionne bien. Et puis après, de vous dire... Oui, je suis un acteur clé
il y a plein d'équipes scientifiques qui travaillent au sol, hein, d'équipes d'ingénieurs, les centres de contrôle. Mais voilà, à un moment donné, je suis celui ou celle qui va mettre en œuvre, et intellectuellement, ben voilà, c'était des sujets de recherche passionnants. Et moi, je suis passionné par ce qu'on voit aujourd'hui apparaître justement dans les activités de recherche, qui font que de plus en plus, hein, grande transformation aussi, le monde du spatial ne parle pas uniquement au monde du spatial. Avant, les agences parlaient aux industriels du spatial, quelle que soit la taille, hein, les grosses boîtes qu'on connaît tous, et puis après les PME, et puis des start-up depuis quelques temps, et puis de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il y a des programmes d'attractivité justement et d'accompagnement. Mais aujourd'hui, et quand vous avez vu des images de ce qu'on imagine comme infrastructure permanente sur la Lune pour y accueillir des équipages, ben on a besoin de logisticiens, de bâtisseurs, de gens des télécoms, des gens de l'automobile, des gens du forage, voilà. Plein de métiers qui ne sont pas du tout des métiers et des expertises du spatial. Donc on a aussi cette transformation importante d'un monde spatial qui s'ouvre au non spatial, ce qui fait que là aussi, ça nécessite de l'ouverture d'esprit, de la qualité de dialogue, d'avancer ensemble. Une forme de coopération comme celle que vous évoquiez tout à l'heure entre les instances et en matière de gouvernance. Je vais revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, parce que vous avez parlé d'équipage. Et je pense que ce que vous nous dites, à travers effectivement la préservation de notre planète et de notre seul écosystème, nous invite sans doute tous à nous comporter comme les mêmes membres d'un seul et même équipage, avec chacun notre rôle à tenir dans la conduite de ce vaisseau. Si j'essaie d'être un petit peu taquin, n'y a-t-il pas finalement malgré tout une forme de contradiction à aller à la recherche de ces découvertes ailleurs, plutôt que de se consacrer pleinement à la préservation du vivant sur notre planète? Alors, c'est une question existentielle. Hein. Oui. On l'a tous vécu, sans parler du sujet exploration spatiale. Moi, je fais beaucoup de conférences, et c'est vrai que dans les écoles d'ingénieurs, même des écoles d'ingénieurs d'aéronautique, la question est posée. Elle est même posée sur l'aviation, vous l'avez vu. Hein, est-ce raisonnable de continuer à développer des moyens, même en parlant de réduction d'impact environnemental? Et vous aviez mis comme titre « Renoncer à ses rêves », ne pas renoncer, ne renonçons pas à nos rêves. Et face à ces jeunes publics d'ingénieurs, c'est parfois ce qu'ils me disent. Ils me disent, c'est super inspirant ce que vous nous proposez, ce que vous nous montrez, c'est des aventures absolument magnifiques. Il y a eu 22 500 candidats à la sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne, et donc les lauréates et lauréats qui ont été annoncés la semaine dernière, dont Sophie. Donc c'est inspirant. On sent qu'il y a des choses nouvelles à développer, des innovations importantes, mais on ne peut pas se le permettre. Et nous devons renoncer à ce rêve d'exploration. C'est ce qu'ils vous disent. C'est ce qu'ils disent. Pas tous, mais ils disent qu'ils ressentent une dissonance cognitive. Un appétit à faire des choses, mais la nécessité de se restreindre dans cette liberté, ces options de choix. Moi, je pense d'une part qu'on ne va pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec des solutions d'hier et d'aujourd'hui. Il faut absolument penser des solutions nouvelles, que parfois on tarde trop à trouver ces solutions nouvelles. Et quand je parlais des infrastructures permanentes sur la Lune, pour parler de l'exploration lunaire, par exemple, il est évident que là-haut, les défis, c'est les mêmes défis que ceux qu'on a sur Terre. C'est gérer l'énergie, 14 jours de jour, 14 jours de nuit. Donc les panneaux solaires, ça va aller bien pendant 14 jours, mais après, le reste de la maison, elle doit fonctionner. Donc il va falloir apprendre à stocker l'énergie. Il faut apprendre à gérer des ressources très limitées, très finies, que ce soit l'eau, le régolithe, l'oxygène qu'on extraira de l'eau. Il va falloir ne pas laisser de déchets, recycler, réutiliser. Donc on est dans un environnement contraint, obligé d'être innovant et de trouver des solutions. Donc il faut aussi considérer que tout ce qui est l'exploration dans des territoires peu connus, inconnus, mal connus, avec parfois des paramètres inattendus, parce qu'à côté de l'incertitude, il y a aussi l'inattendu qui peut survenir. L'inattendu, parfois, il peut être bénéfique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
ces choses qui surviennent, parfois c'est de l'inespéré. On n'avait même pas pensé que ça puisse être là. Et donc, ça nous permet aussi, à la fois, d'avoir cette relation de distance avec notre planète et de faire monter la conscience écologique. La conscience écologique, elle est arrivée en 1960 avec les premières images des satellites. Avant, on n'en parlait pas parce qu'on ne l'avait pas vue. Donc là, on la voit et on la mesure, en plus, avec les satellites. Donc, cette exploration par l'espace, elle est au bénéfice d'une meilleure compréhension de notre planète. Et après, toujours se dépasser, explorer, aller vers des territoires mal connus pour trouver des solutions différentes, je pense qu'on en a besoin. Et le rêve nous tire, nous élève, je dirais, en reparlant toujours d'éducation, mais on peut s'élever par le rêve, et c'est au bénéfice de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais en plus, ça configure demain, et nos enfants, la jeune génération. Il ne faut pas qu'on lui laisse comme seul avenir de réparer. Bien sûr. Il faut qu'elle puisse se sentir acteur de quelque chose, d'un futur où elle est en responsabilité. Et justement, cette nécessité d'avoir malgré tout à leur faire entendre à ce jeune public qu'il ne faut pas renoncer à ses rêves, est-ce que ce n'est pas justement de leur expliquer, comme vous l'aviez dit il y a quelques jours, que l'espace est un moyen aussi, par exemple, de monitorer le changement climatique? Je pense que ça peut être... Oui, alors quand je parlais du bien commun, par exemple, c'est un élément essentiel. Et quand on parlait de est-ce que l'Europe peut être à la table des négociations, l'Europe, sur le sujet de la changement climatique et soutenabilité des activités spatiales, est un leader. Un leader au niveau français, au niveau européen. Au niveau français, il y a le SCO, Science Climate Observatory, qui a permis de regrouper l'ensemble des activités des différentes agences sur la collecte de données, sur le rapport du GIEC qui a donné une façon d'évaluer l'impact, l'évolution, avec ce qu'il a appelé des variables climatiques essentielles. Il a donné 50. Sur ces 50, il y en a 26 qui viennent des satellites d'observation de la Terre et les satellites météo, élévation du niveau de la mer, connaissance de l'atmosphère et tout ça. Et donc, le spatial est un élément indispensable, essentiel et considérable qui nous permet de monitorer, de quantifier, de trouver là aussi des solutions même locales. On est capable de voir où il y a des émissions de méthane localement maintenant avec les satellites. Donc voilà, ça va permettre d'avoir des actions globales et aussi d'agir localement. Donc effectivement, cet espace utile, alors, il y a celui-là, il y a celui des télécoms, de l'accès à Internet, celui de la sécurité, aussi celui de la défense, puisque bien évidemment l'espace est aussi un lieu de potentielle conflictualité, on le sait bien. Mais tout ce qui est la science et l'exploration, dont l'exploration habitée, ça apporte, je trouve, symboliquement quelque chose qui est vraiment représentatif d'une humanité qui sait qu'elle a un avenir, qu'elle a un devenir, quelque chose à voir plus loin. Et c'est là où vous avez vu Sophie Anneau nommer la semaine dernière cette puissance d'incarnation, puissance symbolique. Thomas, qui est à l'écran aussi, il y a quand même peu d'incarnation, justement, de rêves possibles et de rêves qui construisent l'avenir que ce sujet de l'exploration. Sophie Anneau, qui a avoué la semaine dernière à côté de Thomas Pesquet que vous aviez été sa source d'inspiration. Alors, j'étais la première en France, et c'est vrai que j'ai suivi pas mal de jeunes femmes pendant la phase de sélection qui me disaient toutes, quand j'étais petite, donc pouf, d'un seul coup, on prend un coup de vieux, évidemment, mais tant mieux si j'ai pu, à un moment donné, voilà, faire envie, mettre un petit aiguillon de dépassement, de se dire on peut aller jusqu'au bout, même si ça paraît improbable, ça peut avancer. Et oui, Sophie l'a dit, et souvent des mamans, des grands-mères ou même des jeunes filles encore viennent me dire merci. Donc c'est important quand vous avez le sentiment d'avoir contribué à quelque chose qui vous vaut des remerciements parce que ça leur a donné un petit peu de bonheur ou un petit peu d'espoir dans la vie. Ouais.
vous évoquiez, vous parliez d'innovation. Même s'il y a peut-être chez les derniers survivants des épopées Apollo, je crois qu'ils sont encore 4 sur 11, dont Buzz Aldrin qui est toujours là, peut-être une forme d'anachronisme à se dire que l'humanité va retourner quelques dizaines après seulement sur la Lune dans un avenir proche. Qu'est-ce que cette nouvelle épopée, que l'on guette avec impatience, peut également nous apprendre de nous-mêmes? Mais quelle surprise, finalement, l'exploration spatiale. Vous parliez de circularité, d'économie circulaire. Qu'est-ce que cette nouvelle épopée spatiale peut encore nous apprendre? Alors, par rapport à ce que vous dites sur la génération Apollo, moi je fais partie de la génération Apollo, c'est ce qui m'a fait rêver. Génération Apollo, science, technologie, c'était synonyme de progrès. Ça, c'était le XXe siècle. Et au XXIe siècle, c'est pas si évident, cette relation aujourd'hui, justement, de qu'est-ce que c'est que le progrès? Ça veut dire quoi? Est-ce que la science et la technologie sont systématiquement apporteurs de progrès? Est-ce que l'innovation, comme vous le disiez tout à l'heure, est quelque chose qui est... Donc ça, c'est déjà cet élément-là où il y a un grand changement, il faut l'avoir en tête, parce qu'on ne peut pas se comporter aujourd'hui comme on se comportait. Et c'est aussi un rôle des agences d'être dans l'éthique, la morale, la responsabilité, au-delà de la régulation que j'évoquais tout à l'heure. Cette sagesse par rapport à notre pouvoir, au pouvoir de la technologie, de comment on le contrôle. Ça, c'est le premier point sur la génération Apollo. Après, ce qu'on va faire sur la Lune, là, ça a beaucoup bénéficié de ce qui s'est fait à l'époque, oui. Mais ça n'a rien à voir, si je dirais. Le plus long des missions spatiales, en 72, elle a duré 72 heures. Donc, voilà. Vous avez vu la difficulté à déplacer le petit buggy ou les très, très faibles quantités d'échantillons qui ont pu être amenés, mais bien partagés d'ailleurs avec la communauté internationale. Là, l'idée, c'est d'apprendre à vivre et travailler sur un corps céleste. Parce que, bien évidemment, vous voyez bien, on prépare l'étape d'après, qui est l'étape martienne. Bon, la Lune, c'est à 385 000 km. La station spatiale, 400 km. Disons, en gros, la Lune, 400 000 km. Et puis après, Mars, c'est entre 40 et 240 millions de kilomètres. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est des conditions différentes. On a quand même beaucoup de choses à apprendre encore avant de se dire, comme la petite Rachel tout à l'heure, je voudrais être la première Française à poser le pied sur Mars. Et oui, c'est à peu près l'âge, 11 ans, c'est possible, mais pas la sélection actuelle. Donc encore beaucoup de choses, mais l'étape incontournable pour continuer l'exploration, c'est effectivement d'apprendre à vivre et travailler sur la Lune avec des infrastructures permanentes. Les équipages ne seront pas permanents, on n'est pas du tout dans une idée de colonisation ou de sédentarisation, mais par contre, voilà, des durées plus longues. Pour vivre et travailler, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Ça veut dire un travail de chercheur. On ne connaît pas grand-chose de la Lune aujourd'hui. On connaît la partie équatoriale et... La Lune, elle n'a pas d'atmosphère, elle est impactée de cratères de météorites à chaque instant. La Lune, c'est la banlieue de la Terre, c'est une partie de la Terre, c'est une autre banlieue, 385 000 km dans l'infini de l'univers, c'est rien, et même de notre système solaire. Et c'est une partie de la Terre, c'est une archive de notre système solaire. Oui. Bien connaître la Lune permettra de mieux connaître la Terre et le système solaire. Ça a éventuellement des réserves extraordinaires d'aller placer des télescopes sur la face cachée de la Lune où aucune perturbation nous permettrait de voir très très loin dans le passé. Peut-être pas la même chose que le James Webb télescope qui nous fait quand même beaucoup de bonheur à nous envoyer des photos absolument magnifiques. Donc il y a cet aspect-là, la recherche, et puis il y a cet aspect de effectivement développer des technologies qui peuvent nous être utiles sur Terre. Quand je parlais de la circularité, comme vous le disiez, du stockage de l'énergie, de tout ce qu'on va être obligé d'inventer pour vivre sur Terre, de l'agriculture du futur, de la pisciculture du futur, parce qu'il faudra des protéines animales et on ne va pas monter ni des poulets ni des vaches pour l'instant, mais les poissons, ça commence à s'imaginer. Donc les écosystèmes clos qui peuvent être utiles aussi dans des zones défavorisées dans certains pays.
Donc il y a plein de technologies qui vont être développées, qui sont des technologies qui nous sont absolument indispensables. Et en apprenant à maîtriser tout ça, ben, ça nous permettra de continuer cette voie d'avancée vers l'exploration. Et l'exploration plus lointaine, le deep space, comme on parle. Autour de la Lune, on est en train d'envisager, et l'Europe va y participer fortement, d'installer une petite infrastructure beaucoup plus petite que la Station spatiale internationale, en orbite autour de la Lune, qui s'appelle le Gateway. Gateway, le portail. Un portail qui va nous emmener ensuite vers le deep space, l'espace lointain. Donc, il y a de la symbolique, il y a du rêve. Donc ne renonçons pas à nos rêves. Okay. Et il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on retombe dans les étoiles. Hein. Oscar Wilde, vous l'avez cité tout à l'heure. Est-ce que ça nous oblige, on parlait toujours de transformation, est-ce que l'humanité, les continents, les nations, les collectivités doivent finalement passer dans une économie de la précaution, hein, avec effectivement, vous évoquiez la question de la raréfaction des ressources. Et à ce titre, je vais faire une passerelle, vous avez été... en tout cas, celui de la sobriété. Et pour nos lanceurs, et pour l'utilisation des ressources, pour l'exploration spatiale, la sobriété est aussi quand même quelque chose qui est important. Dans ce cas-là, vous avez aussi du coup été ministre effectivement de la recherche. Et comment avez-vous vous pu impulser ou penser ces politiques de recherche pour qu'on soit dans une forme de confiance à la science, dans cette sobriété que vous évoquez à l'instant, pour que toujours, en évoquant ce titre, ne renonçons pas à nos rêves, pour que les jeunes générations puissent y participer? Oui, je ne sais pas combien de temps on a pour des sujets. Je vais essayer de brosser quelques éléments. C'est vrai que sur la période où j'ai été en charge de la recherche, entre 2002 et 2004, il y a eu à la fois des moments passionnants, des réussites, où justement avec l'Europe, on a fait avancer des choses. Bon, après un échec d'Ariane, on a reconstruit toute la politique spatiale européenne, mais avec une Ariane 5 qui fonctionne remarquablement. Donc ça, j'avais le bonheur d'être la ministre en charge de la politique spatiale à l'époque. On a mis en place le démarrage des expérimentations sur la fusion nucléaire avec ITER, le démonstrateur qui est installé à Cadarache. Donc la fusion, l'énergie du cœur des étoiles, cette énergie inépuisable, qui est un rêve. Hein, c'est un rêve. Mais on n'avance pas sur des démonstrateurs, puis il y a d'autres équipes qui avancent, et donc ça avancera un jour. Donc voilà, des belles choses qu'on a apportées. Puis à d'autres moments, vous avez mis le mot de précaution. Oui. Et j'étais là quand on a discuté l'introduction du principe de précaution dans la Constitution, qui est quand même largement dévoyé par rapport à ce qu'il devait être au départ. Déjà, sur le côté sanitaire, environnemental, mais pas sur l'ensemble des transformations et des innovations, et qui a coupé un petit peu en France, en Europe aussi, je pense, mais en France particulièrement, la capacité à risquer, quand même. Le rêve, c'est aussi se projeter un petit peu dans un incertain, un inconnu, un imaginé, un inimaginé, même parfois dans des têtes d'enfants. Mais ça veut dire qu'il y a une audace, un risque à prendre à un moment donné. Et j'ai vécu par exemple des moments difficiles quand sur les OGM, en particulier les OGM thérapeutiques, à visée thérapeutique, qui pouvaient donc transformer par la biologie verte des médicaments. Et ben voilà, il y avait cette réaction de rejet qui fait que des champs ont été détruits, des labos complètement dans l'impossibilité de travailler. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, cette nécessité d'éduquer, d'être transparent, d'être ouvert, de respecter la parole des autres, d'être à l'écoute. Et ça, c'est toute une culture qui prend du temps. Donc c'est pas toujours facile avec des objectifs à très court terme ou de gestion de crise immédiate. Et c'est plutôt des objectifs qui se battent sur le long terme. Et à la limite, Dieu merci, à cette époque, c'est encore plus compliqué aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux en 2002, où c'était le tout début. Et vous avez vu aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux pour
éventuellement transmettre des news ou des éléments d'information qui soient faussés par rapport à ce que peut être une vérité ou une transparence d'information. Donc ça, c'est compliqué aussi, et ça, on en revient à l'éducation que j'évoquais tout à l'heure aussi. Ça doit faire partie de la cyberéducation, et l'éducation aux différentes formes de médias et des multimédias est quelque chose d'essentiel pour les générations à venir. Et justement, cette éducation, vous avez été présidente effectivement du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences, puisque vous avez amorcé la C'est pour ça que je me suis engagée. Voilà. C'est parce que j'ai pris Exactement. confiance de cette difficulté, de la défiance par rapport à une parole experte. Et oui, peut-être quelque chose aussi, nous, ingénieurs et chercheurs, on a parfois tendance à expliquer, à parler de nos découvertes scientifiques, de nos éléments scientifiques, de nos éléments techniques, en oubliant de faire une culture qui soit humaniste aussi, et de remettre de l'humain et de remettre du sens dans tout ça. Et je pense que même à l'école, si on parle de la science ou de la technologie d'une façon trop abstraite, il faut de la théorie, il faut de l'abstraction, mais il faut aussi redonner du sens et donc changer un petit peu le récit de la science et de la technologie. C'est quelque chose qui me paraît important. Et c'est ça que je voulais faire quand j'ai pris la direction du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences. C'était pour faire ça. Et est-ce que si je reviens à cette notion de transformation que nous abordions au démarrage de cet entretien, ça passe par plus de coopération, ça passe par une meilleure éducation et ça passe par la recherche de la diversité. Je regardais et je retrouvais une stat pas plus tard qu'avant-hier où on s'aperçoit que en France on forme grosso modo 44 000 ingénieurs par an et que sur les 44 000 ingénieurs il n'y a que 28% de femmes. Est-ce que cette transformation ne doit pas aussi nous amener à davantage entraîner également les jeunes femmes et les jeunes filles effectivement à aller vers ces métiers-là, à nous enrichir de la diversité d'une façon générale? Oui, moi je suis une ambassadrice de la diversité, mais j'élargis la diversité à ce que vous avez évoqué, la diversité de genre. Ouais, effectivement, il y a vraiment un problème avec les filles, les jeunes femmes qui ne s'autorisent pas à rêver. Il y a un gap dans les rêves entre les petites filles et les petits garçons. Ils ne rêvent pas la même chose. Donc il faut aussi combattre ce gap-là des rêves, dans le renoncer ou pas aux rêves. Donc, effectivement, ce problème du manque d'orientation des jeunes filles vers ces carrières scientifiques et techniques, vous évoquez 28%, dans le digital, on est plutôt à 15% qu'à 28%. Et le digital, c'est quand même l'écriture du monde de demain. Donc, s'il est écrit qu'avec des plumes et des esprits masculins, c'est quand même pas tout à fait représentatif de ce qu'est notre société. Donc, il y a des problèmes majeurs sur ce sujet. Et puis, c'est 50% des talents. Et on a besoin d'avoir tous les talents. L'attractivité, c'est d'attirer les talents et de les former. Donc, 50% du pool, c'est des femmes. Donc, pour l'instant, on n'a pas tapé suffisamment dans ce pool-là. Et il faut les amener à se déclarer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus de femmes dans la sélection de l'Agence spatiale européenne. 17 candidats retenus, 8 femmes quand même. À mon époque, c'était 10%. Là, on est à 50%. Parce qu'il y a eu 30% de jeunes filles qui se sont présentées. Alors qu'à mon époque, il y avait eu 10%. 10%, puis après 10% de sélectionnés, c'était assez logique. Et donc, bon, on voit que ça progresse, mais je ne suis pas complètement optimiste, mais en tout cas, je suis déterminée à continuer à promouvoir ça. Mais après, pour ce qui vous concerne plus directement, je pense qu'il y a la diversité des compétences, parce que, voilà, c'est quand même difficile de travailler uniquement en silo aujourd'hui sur des trucs hyper pointus. Quand même, il faut avoir des regards venant d'ailleurs. Donc, des compétences différentes, c'est quelque chose qui est important. La diversité générationnelle, bien évidemment. Quand on voit la digitalisation du monde d'aujourd'hui, eh bien, peut-être que certains silvers comme moi autour d'une table, ils sont challengés avec raison par des plus jeunes. Il ne faut pas se dire, c'est pas parce que je suis le leader depuis 10 ans que j'ai obligatoirement toujours raison. Et donc l'ouverture et des oreilles et l'écoute, c'est important.
Et puis la diversité culturelle. Diversité culturelle, bon, l'Europe c'est ça. Et moi c'est ce qui me donne aussi du plaisir de se dire qu'on est dans cette diversité, tout en ayant, bah oui, ces valeurs fortes qu'on a évoquées tout à l'heure, la soutenabilité, l'humanisme. Pour moi, la voix de l'Europe, c'est ça. Et c'est pour ça que les 2 postes ministériels que j'ai accepté de prendre comme responsabilité, c'était la recherche, parce que c'était mon milieu, puis l'Europe, parce que j'y crois. Bah, je trouve d'ailleurs magnifique l'expression que vous utilisez, de dire que vous êtes une Européenne pratiquante. Ah ben oui, j'ai pratiqué. On est quelques-uns dans ce cas, effectivement. Écoutez, on est dans le respect du timing absolu. On va pouvoir poser, effectivement, laisser et découvrir les questions qui ont pu être posées par la salle, puisque tout devrait pouvoir s'afficher logiquement. On en a quelques-unes. Je souhaiterais travailler dans le domaine de l'aérospatial. Quels conseils me donneriez-vous, s'il vous plaît? Voilà une question. C'est génial, il faut y aller, il y a plein de choses à faire. Alors, ça dépend un petit peu à quoi s'adresse la question. Alors, on n'a pas évoqué effectivement ce qui est mis en place au niveau français et au niveau européen pour essayer de faciliter la transformation de l'écosystème du spatial. On a évoqué des nouveaux entrants, des nouveaux métiers, des nouvelles... Et donc... Par exemple, au CNES, le CNES c'est l'Agence française de l'espace, le CNES a un programme d'accompagnement et d'incubation. Alors sur la Lune, ça s'appelle Tech the Moon, la technologie pour la Moon. Puis il y en a plein d'autres. Vous allez sur le site Connect by CNES, et donc là vous trouvez plein d'infos pour voir comment vous pouvez vous orienter sur les programmes. Vous avez vu que dans France Relance, il y a aussi une contribution assez importante à l'innovation dans le domaine spatial. Et puis au niveau de l'Agence spatiale européenne, ils ont bien conscience aussi de ce rôle d'accompagnement des écosystèmes. Il y a, vous allez sur le site de l'ESA, un truc qui s'appelle BSGN, Business Space Growth Network. C'est donc un network, un réseau qui permet de faire monter en capacité et en modèle économique. Ils travaillent sur l'agriculture, ils travaillent sur les sciences du vivant, ils travaillent sur les advanced materials, les matériaux avancés et l'intelligence artificielle. Donc il y a plein de choses. Donc voilà, il y a tous ces domaines-là. Il y a les domaines à la fois technologiques, je disais hard. Il n'y a pas que les grosses boîtes, il y a aussi les sous-traitants et puis les petites startups qui aujourd'hui font de la propulsion électrique pour transformer le monde du spatial. Il y a plein de choses passionnantes. Beaucoup de services à dériver. C'est tous les sciences computationnelles, les sciences des données, à partir des données collectées depuis l'espace, comment on les utilise pour mieux contrôler l'agriculture, enfin tous les éléments dont on peut... L'urbanisation, bien évidemment, où installer les parkings, la montée des eaux sur les rivages, les effritements de côtes, tout ça, c'est le spatial qui donne les informations. Donc voilà, il y a plein de métiers, des métiers techniques, des métiers de service. Pour les enseignants, allez regarder les ressources pédagogiques sur le site du CNES, sur le site de l'ESA, parce que c'est vraiment une matière en or pour faire aimer les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Enfants à l'école, c'est vraiment superbe ressource, c'est en or, ça marche toujours. Et donc c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui se transforme, c'est un métier qui n'est plus seulement aérospatial, comme je disais. La logistique, par exemple, ça fait complètement partie de l'aérospatial. J'ai parlé de la logistique sur la Lune. Si Jeff Bezos a développé sa compagnie et est en train d'envisager d'avoir un lander, un atterrisseur sur la Lune, c'est pour y amener des paquets, des payloads, faire la logistique. Si on est aujourd'hui dans la logistique de ce qui se passe en orbite, avant, un satellite, il allait au bout de sa vie, et puis soit il restait un tout petit peu de carburant et on le montait sur une orbite cimetière, soit on arrivait à le désorbiter. Aujourd'hui, on fait du servicing en orbite, c'est-à-dire qu'on va éventuellement refueler, remettre du carburant dans un satellite, modifier sa trajectoire, lui rajouter un panneau solaire. Donc on est dans un environnement qui est complètement différent. Donc c'est un petit peu la forme de conseil.
soyez attentifs à toutes ces évolutions, ces transformations. Ces transformations. Parce que c'est beaucoup plus que ce que vous avez pu imaginer. Monsieur Anonyme, dont l'auteur est inconnu, nous pose la question: quel film est le plus réaliste ou le plus fidèle à la réalité du milieu spatial? Il cite Interstellar. Alors, Interstellar, on n'y est quand même pas encore. Hein. On n'a pas résolu tous les problèmes scientifiques. Déjà, pour aller sur Mars, je vous ai dit mes réserves. Alors, sortir du système solaire, pas tout à fait. Mais après, c'est passionnant. Moi, quand je vois qu'on a des images aujourd'hui des trous noirs, alors que pour moi, c'était quelque chose qui était purement intellectuel, mais on le voit aujourd'hui. Les ondes gravitationnelles, aujourd'hui, on est en capacité de les démontrer. Je veux dire, c'est quelque chose qui est fascinant et merveilleux. Mais le film dans lequel... Alors, j'ai vu plein de fois 2001 Odyssée de l'espace. Ben, ça, c'est parce que je sortais de ma crise d'adolescence. Et bon, c'est ça... Voilà. Mais on n'y est pas. C'était 2001, mais en 2001, on n'était pas là. Je peux vous dire, parce qu'en 2001, j'étais dans la station spatiale et c'était pas du tout 2001 Odyssée de l'espace. C'était pas du tout la même chose. Après, un joli film à aller voir, le film d'Alice Vinocourt, qui s'appelle Proxima. Je dis ça parce que j'ai travaillé avec Alice, que je connais bien, et on a réfléchi un petit peu ensemble à montrer une astronaute européenne de l'ESA, parce que sinon les super-héros, ils sont toujours américains, et en plus, c'était pas une super-héros. C'était voilà, une jeune femme qui se préparait à une mission, c'était Eva Green, l'astronaute. Et ça a été tourné en très bonne intelligence avec l'ESA, sur des lieux de l'ESA. Donc c'est un joli film à voir, avec une touche plus sensible, mais tout à fait réelle. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Et puis Gravity. Alors, pas Gravity pour l'intensité de l'impact et des débris spatiaux, ça, on le laisse à Hollywood et à la science-fiction. Mais pour la qualité de la reproduction, des visions par le hublot, de la lenteur des déplacements, c'était remarquable. Absolument. Effectivement. Que rêve-t-on? On en a parlé un petit peu. Et Matt Damon pour les pommes de terre sur Mars. Sur Mars. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est quand même malgré tout intéressant aussi sur le plan culturel d'avoir des films qui accompagnent les rêves. Et vous avez remarqué qu'il n'a pas oublié le ketchup sur Mars quand il mangeait ses patates. Mais voilà, les gens vont penser Mars, ils ne vont pas obligatoirement penser le rover Persévérance, même si beaucoup de gens pensent au rover Persévérance. Mais ils pensent à Seul sur Mars. C'est vrai. Donc ça fait partie quand même d'une culture qui accompagne le rêve. Que rêve-t-on pour notre planète quand on la voit depuis l'espace? Alors, il n'y a pas de planète B. Moi, j'en ai pas vu, puis on n'en a pas trouvé encore. Hein. Même les exoplanètes, c'est pour dans quelques siècles. Donc, cette planète, elle est merveilleuse, magnifique, fascinante, si belle, qu'on rêve de la préserver le plus longtemps possible. Mais c'est pas uniquement préserver la planète, parce que la planète, elle va survivre tant qu'il y aura de l'énergie du Soleil, il y en a encore pour quelques milliards d'années. C'est préservons notre humanité comme une humanité qui soit vraiment humaine, parce que c'est cette humanité qui prendra soin de la planète. Et voilà, on veut pas une planète vide, quoi. On veut une planète avec une humanité qui soit épanouie. Quelles répercussions sur l'ESA la situation géopolitique actuelle peut-elle avoir? Alors, c'est pas qu'elle pourrait-elle avoir, c'est qu'elle a eu. Dans la Station spatiale internationale, tout se passe bien, les équipages, ça se passe bien, les lancements, vous avez vu, il y a Anna Kikina, l'astronaute russe, qui est partie sur le lanceur SpaceX, et puis un astronaute américain sur le Soyuz, donc ça fonctionne, les centres de contrôle américains et russes travaillent bien ensemble, sur le plan opérationnel, scientifique, tout va bien, et équipage. Par contre, tout le reste, on a interrompu. Effectivement, vous savez qu'on avait dans notre gamme de lanceurs sur le cosmodrome à Kourou en Guyane française, on avait Ariane 5, Vega, le petit lanceur italien, et puis on avait Soyuz qui était installé. Bon, depuis le 24 février, ils sont partis de Guyane, les équipes se sont retirées. On avait des missions lunaires prévues avec eux, voilà, pour tester des appareils de pilotage, d'atterrissage en précision. Et ben, ça ne se fera pas. Et puis, on avait surtout une grosse mission martienne, ExoMars, qui est un superbe instrument avec
rover qui s'appelle Rosalind Franklin. C'est bien aussi de donner des noms de femmes aux objets techniques. C'est rare, mais maintenant on commence à y penser. Donc Rosalind Franklin, qui a découvert l'ADN mais qui n'a jamais eu le prix Nobel, avait un rover à son nom pour aller sur Mars. Il devait être emmené par un lanceur russe et atterrir sur une plateforme russe. Donc ça se fait pas non plus. Et chacun des partenaires de l'Agence spatiale européenne a préféré arrêter ces éléments. Et donc, on est en train de chercher une possibilité de travailler avec d'autres alliés, d'autres partenaires, et potentiellement les Américains, bien sûr, pour que cette belle mission puisse avoir lieu. Et puis, le problème qu'on a aussi, c'est que c'est lié à l'Ukraine. Vous savez, contre l'Ukraine et la Russie, il y avait quand même beaucoup de ces collaborations sur le plan aéronautique et sur le plan spatial. Donc une partie des moteurs de la fusée Vega dont je parlais sont des moteurs fabriqués en Ukraine. Donc on en a 3 en stock, mais après on n'en a plus. Donc il faut voir quel type de résilience on peut mettre en œuvre aussi par rapport à des crises comme celle-là. Et c'est là où se pose aussi cette question justement de l'autonomie européenne qu'on a évoquée, de la souveraineté sur ce qui lui permet technologiquement de garder cette autonomie, puisque l'accès à l'espace, c'est pas simplement pour de l'économique, mais c'est aussi pour la souveraineté. J'ai évoqué les satellites militaires, institutionnels. Ça fait partie de ce qui doit être lancé par des lanceurs européens. Après l'entraînement, la préparation, reste-t-il de la place pour l'intuition face à une crise? L'instinct dans tout ça? Oui, parce que je disais, on est entraîné à gérer des situations, mais il y a toujours des inattendus. Les Fioboudiatni attack. Donc le Fioboudiatni attack, c'est en partie effectivement de l'intuition. C'est Jean-François Clairvoy qui dit la qualité principale de l'astronaute est d'être un trouveur de solutions. Nous sommes des trouveurs de solutions. Donc, quelle que soit la situation, on n'est pas là on est là pour trouver la solution. Donc, il y a une intuition et puis il y a une intelligence collective quand même. Le fait de travailler, d'être en simulateur, d'avoir passé des heures et des heures dans des conditions difficiles, des conditions de survie. Voilà. À demi-mot, à peine échangé, on sait comment aussi compléter par la diversité enrichissante qu'on évoquait tout à l'heure, la capacité à prendre la bonne décision. Donc oui, bien sûr, c'est une formation A. Se préparer aux crises permet d'être plus à l'aise, quelle que soit la crise, même si ce n'est pas celle à laquelle on s'est préparé. Ça bouge beaucoup. Que pensez-vous de la prochaine mise en fonctionnement de la nouvelle fusée Ariane 6 du fait de son retard technologique? Ah oui, il y en a une autre sur votre parcours. Oui, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans votre parcours? Je dis toujours, j'ai 3 regrets. Et puis bon, après j'ai une 8e vie en préparation sur la vie d'astronaute. J'ai pas fait de vol de longue durée, donc j'ai pas eu le temps d'apprendre la Terre par cœur. Quand on va, elle est tellement belle que j'aurais aimé l'apprendre par cœur. J'ai pas fait de sortie extravéhiculaire parce que j'ai fait des missions courtes, donc j'ai pas eu la chance de sortir, d'ouvrir l'écoutille, d'aller dans le vide spatial. Et puis j'ai pas marché sur la Lune. Voilà. Alors, on m'autorise une dernière question. Ça va être de l'arbitraire, on va peut-être la choisir. Croyez-vous dans la reconversion-transformation écologique au niveau mondial des entreprises pour endiguer le réchauffement climatique? Ça revient un petit peu à cet antagonisme supposé aussi entre le développement durable. Il y a une question qui est posée, qu'on a essayé d'évoquer un petit peu. C'est pour ça que la voix de l'Europe, elle est importante aussi. Je crois que parmi les puissances spatiales, on est un peu les seuls à parler de soutenabilité. Tout à fait. Et c'est quand même essentiel, justement. Alors, sur la sobriété des lanceurs, sur des lanceurs utilisant de l'hydrogène, comme dans le monde de l'aéronautique, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en œuvre. Quand je parlais de développement durable, quand je disais la Lune, c'est la banlieue de la Terre, c'est outer space, c'est la banlieue de notre Terre aussi. Et il faut aussi le préserver, comme l'environnement de notre Terre. Il faut préserver cet environnement. Et aujourd'hui, bien évidemment, non seulement on essaie de ne plus créer de débris,
on essaie de mieux les surveiller, de mieux savoir où ils sont. On essaie de pouvoir contrôler les trajectoires quand on fait réentrer et brûler dans l'atmosphère. C'est pas toujours le cas. Vous avez vu les Chinois l'autre jour, on se demandait où est-ce qu'il allait retomber, hein, le morceau de. Hein. Bon, en Europe, on est vigilant sur ces points-là, et on met même au point des systèmes technologiques qui permettraient d'aller retirer des gros, ce qu'on appelle des bus, des gros satellites qui sont voilà, en difficulté. Donc on travaille vraiment beaucoup sur ces sujets de développement durable. Et puis après, je le disais tout à l'heure, c'est à la fois le rêve, la découverte de solutions nouvelles et des solutions nouvelles qui nous permettent aussi de faire face aux défis qui sont les nôtres. Donc c'est à la fois quelque chose de symbolique, d'inspirant qui nous pousse, mais c'est aussi toujours penser à cette forme de dualité. Quand on va découvrir des choses nouvelles, on les découvre pour toujours aller plus loin dans la connaissance et les développements, mais on les découvre aussi pour se permettre de préserver mieux notre planète, notre humanité. Il n'y a pas que des sujets technologiques et scientifiques, il y a des sujets très philosophiques et politiques à porter. Mais je pense que si on se coupe la branche du rêve, et l'espace est une des branches du rêve, on promet quand même pas un avenir très très intéressant à la jeune génération. Donc d'être que des réparateurs et pas des bâtisseurs, je trouve que c'est un peu dommage. Même si le métier de la réparation est un beau métier, mais pour bâtir encore mieux. Écoutez, on va peut-être pouvoir conclure sur cette belle phrase. L'espace est une branche du rêve. Ça, c'est très beau. Chitra Einstein qui avait dit « L'imagination est plus importante que le savoir ». Donc, je pense que grâce à votre témoignage, on a bien compris qu'au-delà de la transformation, on ne doit pas renoncer à nos rêves, qu'il y a des notions de coopération, de préservation de l'humanité qui sont au cœur de nos processus et de nos réflexions. Et puis j'aime bien l'idée d'associer la science et la philosophie. Claudie Agnoret, merci infiniment. Je pense qu'on peut tous vous applaudir. Et à titre personnel, je le fais debout. Merci infiniment. Merci à vous.